Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui et pour nous rejoindre pour cette dernière de Brest au cœur, l'émission. Vous le savez, c'est notre 4e rendez-vous ce soir et je voudrais commencer par vous dire merci. Un merci de la part de toute l'équipe, de toute la liste, car vous avez été nombreuses et nombreux à nous suivre, à nous poser vos questions. Nous avons essayé de vous apporter des réponses au fur et à mesure des différentes émissions que nous avons tournées, en espérant avoir répondu à toutes vos attentes, en vous informant et en espérant aussi, bien sûr, vous convaincre. Pour cette dernière émission, nous avons décidé de faire le bilan de cette campagne si particulière en raison de la crise sanitaire. Nous regarderons ensemble quelques vidéos thématiques représentant les grandes lignes de notre programme pour les 6 prochaines années. Et puis, nous donnerons bien sûr la parole aux candidates et candidats de cette liste. Alors bien sûr, je vais passer aux présentations de nos invités ce soir. François Cuandre, que l'on ne présente plus maintenant, donc notre tête de liste de la liste Brest au cœur. Donc pour celles et ceux qui ne le savent pas, tu es maire de Brest, président de la métropole, et tu es candidat tête de liste de Brest au cœur. Bonsoir. Sandrine Péririn, bonsoir Sandrine, qui a la particularité d'être la candidate qui est candidate pour la première fois sur une liste aux élections municipales. Donc merci d'être parmi nous et tu es chargée de ressources humaines au CHRU à Brest. Bonsoir. Ronan Pichon, bonsoir, qui est déjà intervenu à l'occasion de l'une de nos émissions. Tu es membre d'Europe Écologie Les Verts et tu es également informaticien et élu actuellement à Brest. Et enfin, je salue Éric Guélec. Bonsoir Éric. Bonsoir Yann. Tu représentes ce soir et tu es membre du Parti communiste et tu es également enseignant spécialisé. Donc sans transition immédiatement, nous allons passer dans le vif du sujet. François, une première question immédiate. Comment as-tu vécu cette campagne qui se termine dans quelques heures ? Au-delà de la campagne, c'est toute l'élection qui a été extrêmement particulière, avec au premier tour un taux d'abstention inégalé pour cause en partie de crise sanitaire que l'on pressentait, avec un confinement qui est arrivé deux jours après, et puis une campagne électorale un peu particulière qui s'est déroulée entre les deux tours. Premier tour le 15 mars, deuxième tour le 28 juin. C'est totalement inédit. J'espère qu'on n'aura pas l'occasion de revoir ça, avec pour nous une situation non pas de campagne mais de gestion de crise qui a quand même été longue, qui n'est pas terminée. Et puis donc ce deuxième tour qui se tiendra dimanche prochain, avec, je l'espère, un taux de participation qui sera en hausse, parce que l'élection municipale est, à mes yeux, avec l'élection présidentielle pour d'autres raisons, c'est l'élection la plus importante. C'est l'élection de la collectivité de base qui gère les problèmes au quotidien. Et je pense qu'il est fondamental que les citoyennes et les citoyens viennent voter dimanche prochain, et je les appelle à le faire. En plus, la ville de Brest a mis toutes les dispositions pour que les choses se passent de la manière la plus sérieuse qui soit. Enfin, dernier mot, une campagne un peu spécifique, avec, et je rejoins ce que Pierre Maille a pu dire, un niveau de bassesse jamais égalé ici à Brest. Voilà, je préfère... Tu n'as pas l'habitude à Brest de vivre des campagnes ? Non, mais moi, à la limite, si, les Brestoises et les Brestois, non, et je pense que tout cela leur restera en travers de la gorge. C'est pas comme ça qu'on incite les gens à aller voter le dimanche. Merci François, le message est clair. Allez voter déjà le 28 juin, donc dimanche prochain, après-demain. Tant qu'à faire. Et pour nous, tant qu'à faire, bien sûr, c'est bien le message de ce soir. Ronan, on l'évoquait sur cette liste de deuxième tour, Brest au cœur, tu étais tête de liste de Brest Écologie Solidarité au premier tour. Ta liste et la nôtre, nous avons fusionné. Ce rassemblement de la gauche, qu'est-ce que cela t'inspire en quelques mots ? Comment tu vois la chose dans cette campagne deuxième tour qui se termine ? Déjà, juste rappeler effectivement oui, que j'étais tête de liste de la liste écologiste à Brest, qui avait pour ambition de placer la transition écologique au cœur des politiques publiques. Et dans le contexte d'entre-deux tours un peu particulier qui vient d'être évoqué, dans un principe à la fois de responsabilité, d'attachement à Brest et aussi d'attachement à des valeurs qui sont partagées par
par notre liste, et puis, enfin, notre ancienne liste, et qui aujourd'hui se retrouve dans Brest au cœur, avec une liste de fusion. Donc ce principe de responsabilité et ces valeurs communes nous ont permis de venir dans un cadre de rassemblement, dans un cadre aussi d'enrichissement programmatique, puisque nous avons avec nous amené bon nombre de nos propositions que l'on mettra en œuvre dans les 6 prochaines années, puisque les 6 prochaines années... C'est pas que des personnes, c'est des propositions aussi. C'est les propositions qu'on porte essentiellement. C'est ça le cœur de l'engagement politique, c'est quand même de porter des propositions et de les mettre en œuvre. Et c'est pour ça que moi j'ai la conviction que les 6 prochaines années seront l'occasion de mettre en œuvre réellement des politiques ambitieuses en matière de transition écologique, en matière de solidarité et en matière d'innovation sociale pour Brest, pour les Brestoises et pour les Brestois. Très bien, merci Ronan pour ce message très très clair. Éric, tu es, je l'ai dit tout à l'heure dans la petite bio, tu es membre du Parti communiste. Que signifie pour toi l'engagement du Parti communiste pour ces élections municipales au sein de Brest au cœur? Merci Johan, comme tu le sais, comme vous le savez, les communistes, femmes et hommes, militantes, militants, élus, travaillent dans l'intérêt général, travaillent pour la construction d'une société qu'on veut plus juste. Sur Brest et ailleurs, mais sur Brest aussi, sur Brest dans le mandat qui est en train de s'achever ces jours-ci, et nous le souhaitons dans l'équipe qui va gagner dimanche prochain. Brest, qui est une ville qui porte depuis d'ailleurs bien longtemps des valeurs de gauche qui nous sont très très chères. L'inclusion, l'égalité, la fraternité. Ce sont des valeurs qui nous réunissent tous ici, présents sur ce plateau. Des valeurs qui irriguent aussi le projet que nous portons tous ensemble. Pour l'éducation, pour la culture, pour l'éducation populaire et le monde associatif dans son ensemble. Pour les quartiers, pour l'égalité femmes-hommes, pour tous les âges de la vie, pour le logement. Il y a tout un tas de sujets dans lesquels, ici, nous nous retrouvons tous ensemble. Donc, ce qui est important, le message que je voudrais adresser aux Brestois, là, maintenant, puisque c'est le moment, on s'approche vraiment de l'échéance, c'est que dimanche prochain, toutes les valeurs que je viens d'égrener, les exemples d'objectifs que nous allons mener ensemble dans le prochain mandat, c'est bien notre liste, la liste menée par François, la liste Brest au cœur, qui va porter ses valeurs et ses combats dans le prochain mandat. Notre liste, que les gens ne se trompent pas. C'est ça. Allez voter le 28 et allez voter le 28 pour François. Merci Éric pour la liste Brest au cœur. Sûr. Sandrine, je termine par toi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un premier engagement politique, parce que c'est aussi ça la politique, de se lancer dans une élection municipale, donc tu es candidate pour la première fois. Pourquoi, comment aussi tu as vécu cette campagne, et surtout pourquoi es-tu venue nous rejoindre sur la liste Brest au cœur? Donc, une première campagne effectivement marquée, comme le disait François tout à l'heure, par une crise sanitaire qu'on n'a pas connue jusqu'à présent, et marquée aussi par la gestion de crise également à l'hôpital. Mon engagement et mon envie de m'investir davantage pour les Brestoises et les Brestois, il ne date pas d'aujourd'hui, et il est déjà très ancien, parce qu'il y a 30 ans, quand je me suis engagée dans l'hôpital pour le service public, c'est bien parce que déjà j'avais à cœur de faire le maximum possible, de prendre soin des plus fragiles. Aujourd'hui, j'ai eu la chance dans mon parcours d'accompagner des personnes qui étaient en difficulté, bien évidemment sur des questions de santé, mais aussi sur des questions d'emploi, sur des questions sociales, sur des questions de précarité. Et mon souhait maintenant, en rejoignant la liste pilotée par François, c'est de travailler davantage et de sortir de ce périmètre hospitalier pour finalement porter cette action dans la ville. Donc pourquoi Brest au cœur? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Pourquoi Brest au cœur? Parce que j'ai aussi Brest au cœur, François. Et si un jour j'ai quitté Brest aussi, comme Christophe le dit si bien, j'ai su y revenir parce que Brest... Christophe Le Sec, oui. Oui, bien sûr. C'est bien de préciser, parce que pour nos téléspectateurs. Évidemment, Brest représente pour moi une ville très attractive pour laquelle j'ai un attachement fort. C'est une ville qui a changé radicalement, qui s'est transformée, qui est dynamique, qui donne envie de venir y travailler. Et j'ouvre une petite parenthèse, parce qu'à l'hôpital, si on n'a pas de difficulté aujourd'hui pour recruter des soignants, c'est bien parce que Brest donne envie. Et c'est en ce sens qu'il faut continuer. Deuxième point, parce que le programme, bien évidemment, comme le souligne Éric, rassemble des valeurs que je porte, des valeurs de solidarité, des valeurs de transition écologique et surtout un programme solide, fiable, sérieux, qui repose sur des constructions financières
éprouvée et solide. Et enfin, parce que, comme on le dit tous depuis tout à l'heure, une liste unie où il y a des profils différents qui vont pouvoir faire la richesse de notre collectif et représenter finalement tous les Brestois. Donc, si je peux dire juste un petit mot, la crise qu'on a traversée, ben, évidemment, elle a été majeure, mais ça nous a montré aussi qu'il faudra demain aller plus loin encore pour les Brestois, pour tous ceux qui sont fragilisés. Et pour ça, je suis convaincue que la liste Brest au cœur est la liste la plus sérieuse sur ces questions. Donc, le 28 juin, votez pour nous. Merci Sandrine pour ces éléments très précieux et qui expliquent bien pourquoi tu t'es engagée avec nous sur cette liste Brest au cœur. Éric, Ronan, Sandrine, je vous remercie pour vos interventions respectives, pour cette première partie de notre émission. Je vous propose maintenant de regarder une vidéo thématique sur les propositions de Brest au cœur, celles que nous avons pu avoir depuis plusieurs mois à présent. Et je vous propose de laisser la parole à Frédéric Bonnard-Le Floch sur le sujet de la tranquillité. T comme tarifs sociaux. Transport public. Tranquillité urbaine. La sécurité, c'est le travail de la police nationale. Se sentir tranquille en ville, c'est le fruit de notre responsabilité collective. À Brest, les travailleurs sociaux, les éducateurs spécialisés et les médiateurs urbains sont très présents sur le terrain. Mais vous nous l'avez dit, il faut plus de professionnels sur l'espace public. C'est bien ce que nous proposons, avec 3 mesures transformantes pour la tranquillité urbaine. Premièrement, augmenter les effectifs des médiateurs à 15 agents, en leur donnant pour mission principale le désamorçage des conflits et la prévention des incivilités. Deuxièmement, la création d'une brigade de tranquillité urbaine, composée de 25 agents non armés. Ils seront dédiés à la dissuasion des actes de harcèlement de rue, des actes de violence, et bien entendu de toutes les incivilités. Cette brigade au service du public, constituée d'agents bien formés, contribuera à renforcer le lien de proximité avec les habitants et avec les commerçants. Enfin, nous proposons la création d'une brigade de 15 agents non armés qui assurera la tranquillité des usagers des transports en commun. Car nous voulons que vous puissiez prendre le tram et le bus pour aller au travail, au lycée ou faire vos courses, l'esprit parfaitement serein. Deux nouveaux candidats nous ont rejoints sur le plateau et je voudrais vous les présenter et les saluer. Mathilde Maillard, qui est candidate donc, sur la liste Brest au cœur avec nous, donc, qui est médecin généraliste et membre également du Parti communiste. Bonsoir. Fortuné Pellicano, bonsoir. Bonsoir, donc, qui est candidat également sur la liste Brest au cœur en tant que membre et représentant du Finistère du Parti radical Le Centre-Gauche. Et avant d'échanger avec vous, toutes et tous, je me tourne vers toi, François, par rapport au message tout à l'heure véhiculé par Frédéric Bonnard-Le Floch sur la tranquillité. C'est un sujet qui a été souvent abordé pendant cette campagne électorale. Qu'est-ce que cela, non pas t'inspire, mais ce que tu as apporté comme message sur le sujet de la tranquillité urbaine? C'est un sujet permanent et contrairement à ce que certains pourraient penser, le droit à la sécurité, ce n'est pas quelque chose qui date de Nicolas Sarkozy. C'est un principe qui est inscrit dans la Constitution via la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et je ne connais aucun maire, je connais un certain nombre, il y a plus de 35 000 en France, je ne connais aucun maire qui ne se préoccupe pas de cette question de la tranquillité et de la sécurité. J'ai l'habitude de dire que les maires sont à portée de baffe de leurs concitoyens et je suis souvent en ville, place de la Liberté autour de la mairie ou ailleurs, et on m'interroge souvent sur la question. Je crois aussi au principe d'égalité républicaine. Ça veut dire qu'il appartient à l'État, en priorité, d'assurer la sécurité, la tranquillité publique partout sur le territoire français, et pas en fonction des choix politiques de ville ou de leur capacité financière. Donc police, gendarmerie en zone gendarmerie, et bien entendu la justice. Et ces services publics fondamentaux, aujourd'hui, manquent cruellement de moyens financiers, de moyens humains. Et c'est cela qu'il faut d'abord mettre en avant. La question qui a été souvent posée à l'occasion de cette campagne, c'est la question de la police municipale, comme si c'était l'alpha et l'oméga de la sécurité demain. J'ai rappelé hier, à l'occasion d'un débat, qu'une loi récente du 23 mars 2020 a engagé une nouvelle politique de lutte contre les stupéfiants. Étant entendu qu'en matière de trafic de stupéfiants, il y a les vendeurs, il y a aussi des acheteurs. S'il y a des vendeurs, c'est qu'il y a des acheteurs. Or, que dit la loi? La loi donne aux policiers, police nationale ou gendarmerie nationale, le droit de mettre une amende
aux personnes qui se procurent des stupéfiants. Pas la police municipale. La police municipale n'a pas le droit de le faire. Et donc, laisser penser que demain, une police municipale réglera tous les problèmes que nous connaissons est un leurre total. Un leurre total, et j'en suis content. J'en suis satisfait, parce que pour moi, la police municipale, on n'est pas aux États-Unis. Le maire n'est pas le shérif. Je ne vais pas commenter ce qui s'est passé dans les semaines passées aux États-Unis. La police municipale ne doit en aucun cas, quand elle existe, avoir les mêmes pouvoirs juridiques que la police nationale. Principe d'égalité républicaine. Merci François pour ces précisions importantes pour la bonne compréhension du sujet de la tranquillité et notamment sur la police municipale. Mathilde, je crois savoir que sur ces sujets, les pouvoirs publics, les services publics d'une manière générale, c'est des sujets qui t'importent et tu as de fortes convictions là-dessus. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui. Au niveau municipal aussi, les services publics, c'est important. En effet, en tant que médecin et puis en tant que communiste, je suis très attachée à la défense du service public et notamment du service public hospitalier. Et là, on vient de traverser une crise sanitaire qui s'est ajoutée à une crise de l'hôpital que nous dénonçons depuis longtemps et qui est la conséquence de politiques budgétaires et de logiques comptables gouvernementales. Le résultat, c'est la souffrance des soignants, le manque de matériel, le nombre insuffisant de lits à l'hôpital. La crise du coronavirus, clairement, elle a mis en lumière la défaillance de l'État. Or, l'hôpital public, c'est quand même un bien commun que nous devons défendre. Et je crois que les applaudissements qui avaient lieu à 20h pendant le confinement, c'était une marque de gratitude envers les soignants, mais aussi une demande forte de la population pour davantage de moyens pour l'hôpital public. Et d'ailleurs, la forte mobilisation du 16 juin dernier va aussi dans ce sens. La liste Brest au cœur a la plus forte vigilance par rapport à cette défense du service public et aussi au développement de ces services au sein des quartiers, au plus près des habitants et notamment des plus fragiles. Et le passé a montré qu'il y avait un fort investissement des élus sortants dans la défense du service public à Brest et nous allons poursuivre dans ce sens pour les 6 prochaines années. Très bien, merci Mathilde. Fortuné. Johan. Adjoint au maire en charge des animations, est-ce qu'on peut évoquer avec toi ce qui fait aussi la grande richesse de la ville de Brest? Les associations, tu les côtoies souvent depuis de nombreuses années. Est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots de ce vaste tissu associatif qui fait vraiment une force et une particularité de notre ville à Brest? C'est une fierté pour Brest. Il y a, tu l'as dit, une très grande richesse. Alors je connais cette richesse associative depuis que je travaille. Mon parcours professionnel m'a amené à être fréquemment en relation avec les associations et mon mandat d'élu que m'a confié François Cuyandre aux animations en particulier me permet aussi d'avoir des relations fréquentes, régulières, partenariales avec les associations brestoises. Alors au-delà de cette richesse, il y a cette diversité qui fait notre force aussi à Brest, notre fierté, des associations dans le domaine de l'animation, de la culture, du sport, de la culture bretonne, de la solidarité vers nos aînés, bref, une richesse, une diversité qui sont notre fierté véritablement. Très bien. Et puis surtout, on sort d'une crise où les associations ont beaucoup souffert. Durant ces dernières semaines, elles ne savaient pas comment gérer cette absence d'activité et se projeter vers l'avenir. Eh bien, nous avons trouvé des réponses et l'équipe actuelle a montré que Brest pouvait compter sur ces associations, mais les associations brestoises pouvaient compter sur la ville. Et ça, c'est une très, très forte satisfaction pour nous tous. Et il faut que ça continue au-delà du 28 juin. Je m'engage à ce que ça continue si la liste Brest au cœur est élue. Bien évidemment, je préfère être un peu humble jusqu'à dimanche soir. Il le faut. Encore 2 jours à attendre. Mathilde, Fortuné, merci d'avoir participé à ce plateau pour cette émission. Dans quelques instants, de nouveaux invités vont nous rejoindre. Et en attendant, je vous propose de voir une vidéo aussi thématique présentée par Yann Guével sur les quartiers. Les quartiers, sujet très important pour Brest. Et on visionne ensemble cette vidéo. Q comme quotidien. Qualité de vie. Quartier. Depuis plusieurs années, nous travaillons en lien avec Défi Emploi et la mission locale pour favoriser l'emploi et la formation. Malgré de bons résultats, trop de personnes sont encore éloignées de l'emploi.
et notamment les plus jeunes. Certaines entreprises ou secteurs d'activité peinent à recruter, et d'un autre côté, certains de nos quartiers sont plus fortement touchés par le chômage. Nous proposons donc de lancer un plan emploi quartier avec les acteurs de l'emploi, de l'insertion et les entreprises du territoire pour repérer des candidats compétents et disponibles. Nous organiserons dans chaque quartier des job dating en présence des recruteurs parce que pour nous, l'emploi est une priorité. Et nous nous retrouvons sur le plateau où nous accueillons 3 nouveaux invités, donc Patrick Appéré, Xavier Hamon et Émilie Cuchel qui était déjà présente à l'occasion d'une autre émission. Donc je présente rapidement Patrick, tu es membre de Brest Nouvelle Citoyenneté et tu es actuellement adjoint au sport à la ville de Brest. Émilie, tu as déjà été présentée à l'occasion d'une autre émission, mais tu es membre du Parti Socialiste et actuellement adjointe au maire en charge du projet éducatif local. Bonsoir. Et enfin, Xavier, bienvenue sur notre plateau. Tu es praticien hospitalier à Landerneau et au sein de la liste Brest au cœur, tu représentes le mouvement Génération. Bonsoir, Yohan. François, avant que nous évoquions d'autres sujets, je voulais que nous parlions justement des quartiers qui a été évoqué dans le sujet précédent en vidéo. La richesse de notre ville, parce que les quartiers, ce sont des territoires très importants et on a beaucoup de projets pour eux dans le mandat qui va s'ouvrir. Les quartiers à Brest sont une richesse historique liée à la libération, à la fusion entre Brest même, comme on disait à l'époque, comme on dit toujours encore un petit peu, et 3 autres communes qui étaient à l'époque indépendantes, Lambézélec, Saint-Marc et Saint-Pierre, communes fusionnées. Et ensuite, ces quartiers qui se sont enrichis, c'est le quartier de Bellevue, quartier de la reconstruction, c'est le quartier de l'Europe et enfin le quartier de Brest-Centre. Donc j'ai toujours pensé que ces quartiers, cette vie de quartier était une richesse extraordinaire. On a un nombre très important d'équipements de quartier, 23 sur la ville, qui maillent celle-ci, des centres sociaux, des maisons pour tous ou des patros laïques. Et franchement, c'est une richesse importante. Alors, on va continuer la politique que nous avons menée depuis plusieurs années, c'est notamment l'amélioration de ces équipements, dans le cadre notamment d'une grande politique qui a été engagée, c'est la politique de renouvellement urbain sur 2 quartiers, Bellevue et Recouvrance, avec 2 projets importants. Le patronage laïque de Recouvrance, important, et puis sur Bellevue, la reconstruction des équipements de quartier. Voilà, donc il faut continuer, il faut accélérer, parce que c'est une richesse qui permet d'assurer le maillage social. Très bien, merci François pour cette richesse que représentent les quartiers, mais on a aussi une richesse à Brest, une richesse très très importante, ce sont les enfants, celles et ceux qui feront le Brest de demain. Alors, Émilie, qu'est-ce que l'on fait pour les enfants et qu'est-ce que l'on va faire pour les enfants sur Brest à partir de la semaine prochaine? Alors déjà, qu'est-ce qu'on fait des enfants, enfin, l'éducation, c'est le premier budget de la ville, on le dit souvent. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Derrière, François parlait des quartiers tout à l'heure, c'est des écoles de proximité. C'est 69 écoles, 35 groupes scolaires et chaque enfant qui habite à 700 mètres de son école. Et en plus d'ailleurs à moins de 700 mètres. C'est 800 personnels qui travaillent dans nos écoles publiques. C'est 12 000 enfants scolarisés sur Brest, dans les écoles privées et publiques. Puis c'est aussi une politique de santé importante, qui est nos cantines, où on est en train de progresser sur l'alimentation et l'éducation à l'alimentation. C'est par exemple 80% de bio d'ici 2022, et 70% de frais et 40% de local. Donc c'est une volonté forte que les enfants de Brest puissent manger correctement dans toutes nos écoles publiques. C'est effectivement aussi des écoles où on améliore le bâti. On a d'abord commencé la rénovation énergétique dans 5 écoles. Donc aujourd'hui, il y a Aubrac et 4 Moulins qui est en rénovation énergétique, mais on va bientôt lancer sur 3 autres écoles, Carargaouillat, Langevin et puis d'autres écoles. On a Kérisbian aussi qui va être reconstruit et Buisson. On va bientôt, le prochain mandat, reconstruire Vauban dans la rénovation énergétique de Recouvrance, où on est en train de réfléchir à une école crèche, ce qui sera nouveau même nationalement, où la crèche sera fusionnée avec l'école pour vraiment avoir une continuité éducative et vraiment un soutien des familles sur la petite enfance. Ce qui revient aussi à dire qu'on va aussi augmenter le nombre d'enfants de places de crèche pour la petite enfance pour répondre aux besoins des familles. Mais c'est quoi aussi? C'est les projets d'école, c'est l'équitation, la voile pour tous les enfants
de Brest, c'est l'accès à la culture. Aujourd'hui, 100% des enfants de Brest ont accès à la culture dans nos écoles et dans les équipements de quartier et d'autres. Mais c'est aussi des accompagnements des enfants aux besoins spécifiques, donc l'accompagnement dans le périscolaire, la cantine, où on met à disposition des animateurs pour les enfants qui ont des besoins en fonction par exemple d'un handicap ou d'un moment de vie. Et là-dessus, on a quelque chose de très fort qui s'appelle le dispositif de réussite éducative, où des familles peuvent être soutenues à un moment par des professionnels de l'ensemble des partenaires éducatifs. Chaque année, à peu près, on suit à peu près 800 enfants par an. Et là, ce dispositif, on aimerait l'agrandir à toutes les écoles brestoises, parce qu'aujourd'hui, elle n'est que dans les quartiers prioritaires à la demande de l'État. Et nous, la municipalité, de notre volonté, on aimerait le proposer à tous les enfants brestois, pour pouvoir à un moment être accompagnés dans le loisir, dans la santé aussi, quand les dispositifs nationaux ne peuvent pas. C'est aussi création d'un lieu d'accueil pour mineurs non scolarisés. Aujourd'hui, on a une difficulté, comme beaucoup de villes, effectivement des enfants qui ont besoin d'être scolarisés, qui ont du mal à être scolarisés, et on veut créer un lieu d'accompagnement, et un lieu d'accompagnement pour les 16-27 ans dans leur projet de vie, notamment l'emploi, mais ça peut être aussi d'autres choses. Voilà. Merci Émilie, les propositions, on le voit, ne manquent pas pour les jeunes et pour les enfants pour Brest. Et je profite d'ailleurs pour vous rappeler que vous pouvez consulter l'intégralité de nos propositions sur notre site internet qn2020.bzh, où vous aurez l'intégralité des 166 propositions. Patrick, maintenant, tu as une grande expérience en tant qu'adjoint au sport. Nous avons parlé des quartiers, des jeunes, des enfants à l'instant. Est-ce que tu peux nous évoquer un peu plus dans le détail, l'importance de la politique sportive à Brest, une ville tournée vers la mer, mais pas que. Donc le sport, c'est quelque chose de très très important. Et les projets à venir. Tu as raison, Johan, c'est vraiment un très beau, un très bel enjeu que les questions sportives. Brest, c'est 228 associations sportives. Et donc c'est plus de 110 activités différentes et variées proposées aux Brestoises et aux Brestoises, et dans des équipements qui sont des équipements de proximité. Et puis, ça s'appuie sur une géographie qui est extraordinaire. Sport, nature, c'est Brest. Ça veut dire, en gros, les rives de Pinfel, où on voit nos sportifs courir. On voit ce bord de mer avec encore des sportifs engagés. Et puis, bien entendu, on arrive sur la rade, et là on a nos marins qui s'y mettent, à la fois d'ailleurs ceux qui sont sur l'eau, mais n'oublions pas qu'on a de très très beaux clubs de plongée qui eux aussi visitent les fonds et prennent beaucoup de plaisir à vivre ça. Quand on parle de la mer, on embrasse tout sur le sport. On embrasse à la fois nos CM1 et CM2, et Émilie le sait parfaitement bien, puisqu'on a une très belle relation pour permettre à ces mômes d'avoir un accès à la mer en mettant dans le coup l'éducation nationale. Et tout de suite après, on a nos clubs, je rappelle, BBN, plus grand club de France. Plus grand club de France, c'est pas rien, et Brest. Et donc de ce point de vue, ça renvoie à un certain nombre de possibilités qui sont immenses pour l'ensemble de ceux qui ont envie d'aller sur n'importe quel support sur cette belle rade de Brest. Et puis, mon cher François, on a fait dans le précédent mandat cette adonnante, un outil remarquable qui nous permet d'avoir là alors des mômes qui peuvent vivre leur passion dans notre territoire, de l'école jusqu'aux Jeux Olympiques. Et on le sait bien, on a notre Camille Lecointe, notre Aloïse, qu'on espère voir, Aloïse, qu'on va trouver au jeu l'année prochaine, et je suis convaincu qu'ils nous ramèneront la médaille, comme Camille l'avait ramené d'ailleurs au dernier jeu avec Pierre Lecoq. Donc vous le voyez, à la fois du sport pour que tout le monde puisse vivre bien dans cette ville, et en même temps, on est capable de porter du niveau. Ça, c'est pour là. Et on va poursuivre le voyage. On a notre natation, 6 piscines couvertes. À l'intérieur de ça, on a un beau club, CNB. Là encore, quand on regarde la voile, on va de la natation et de l'apprendre à nager jusqu'à nos champions, puisqu'à Brest, on a cette chance d'avoir ce pôle espoir de natation. Poussons plus loin. Belle aréna, construite encore dans le dernier mandat. Une aréna qui renvoie à 2 aspects. Le premier, c'est bien entendu d'offrir à tous les clubs d'organiser ici de grands championnats du monde, d'Europe, de France. On va avoir, mon cher François, le championnat de judo qui va se tenir en octobre de cette année. Très très beau championnat. Et on avait, pour faire court, on a eu le Gouren au précédent mandat. Et ça a été un championnat d'Europe remarquable qui avait été extrêmement bien organisé. Et puis derrière tout ça, on a là ce que j'appelle moi la locomotive de notre sport au féminin avec notre équipe de BBH. Champions League, les amis. Ils sont Champions League. C'est la grande équipe
qui est un terrain cartonné, et ces filles-là font vibrer l'aréna. 5000 personnes, meilleur public de France. Et là, ça arrive. Poussons plus loin. On arrive du côté de Rincla, parce qu'on a construit là encore, nous. À Bellevue. À Bellevue. Une très très belle patinoire dans laquelle 2 grands clubs, les Albatros. Là encore, le Rincla est rempli. Là encore, il y a de l'émotion. Là encore, il y a du plaisir. Et là encore, on a aussi un club de patinage qui a vraiment beaucoup de compétences, beaucoup de savoir-faire, qui permet à des tas de jeunes de prendre vraiment là le plaisir qui est le leur dans ce type de performance. Et puis on va terminer par Francis Leblay, bien entendu. Francis Leblay, c'est Francis Leblay. Il porte un joli nom. Francis Leblay, c'est à la fois, on parle de ça, on parle du Stade brestois, bien entendu, mais j'ai envie de faire un clin d'œil à la fois aux amis de l'ASB qui sont pas loin, à la fois à nos amis de la Légion Saint-Pierre et de la SPTT, un petit clin d'œil à nos amis de Saint-Laurent, parce que c'est ça le foot à Brest. C'est ça. Et au bout, on arrive à cette équipe Ligue 1. On est la grande équipe de foot qui marque fort avec un championnat remarquable. 15 000, mon cher Johan. 15 000 personnes sont au stade Francis Leblay. Et j'ai envie de dire pour finir, quand je vois tout ça, je me dis finalement, Francis Leblay, Pierre Maille, notre maire François Cuan, je dis au monde du sport, continuons à en faire sens. Plaisir, passion, compétence, Brest au cœur dimanche. Très bien Patrick, parce que ça s'adresse autant aux sportifs professionnels qu'aux sportifs amateurs. Absolument. La place est pour tout le monde. Merci Patrick, mais je ne vais pas vous laisser vous échapper tous les trois, Patrick, Émilie et Xavier, sans justement poser quelques questions à Xavier et lui demander de nous raconter au travers de quelques questions, justement, de comment tu perçois Brest et les réponses spontanées que tu peux avoir sur ces quelques éléments si tu étais un monument brestois. Il y en a quelques-uns à Brest. Oui. Donc, si tu étais un monument brestois, qu'est-ce que tu serais? Alors, si j'étais un monument de brestois, je ne sais pas si on le classifie dans les monuments. En tout cas, je serais les ateliers des Capucins. Parce que c'est un endroit où il y a une histoire. L'histoire de la construction navale qui, aujourd'hui, est transformée en un lieu culturel, en un lieu point de départ de courses sportives, en un lieu, en tout cas, d'expression de l'innovation, que ce soit au niveau du téléphérique. Bref, c'est un véritable lieu dans lequel les Brestois et les Brestoises se retrouvent, en fait. Et s'investissent énormément. Grand succès populaire. Une rue de Brest, si tu devais être une rue, laquelle? Je serais un quai, le quai Tabarly. Le quai Tabarly, oui, très bien. Parce que si tu es entre le port de commerce et le port de guerre, il est un endroit où on a une vue magnifique et puis il est un endroit vivant où on peut faire la fête. Enfin voilà. Très bien. Pour les soirées, c'était extrêmement agréable. Notamment. Et parce qu'on a parlé tout à l'heure de culture, si tu devais être un équipement culturel? Je serais ce que va devenir le quartz. Parce que j'ai une histoire avec le quartz, j'y ai travaillé pendant mes études de médecine, j'y ai fait agent d'accueil, j'ai découvert ce qu'était le théâtre, j'ai découvert ce qu'était la musique classique, l'opéra, et j'ai hâte de voir ce que va donner la rénovation du quartz en 2023, je crois. Très bien. Merci Xavier, merci Patrick et merci Émilie d'avoir été présents avec nous ce soir sur ce plateau. Nous allons accueillir d'ici quelques instants nos derniers invités avec une bonne surprise de les avoir parmi nous. Mais avant cela, nous allons visionner une vidéo qui va parler de culture justement. À tout de suite. C'est comme COP26 territorial. Circuit court, culture. L'immense vitalité culturelle brestoise n'est plus à démontrer. Cette vitalité, elle repose sur un engagement très important des acteurs locaux, en particulier associatifs, et aussi sur le fait que la mairie consacre plus de 10% de son budget à la culture. Sur le prochain mandat, nous verrons aboutir un certain nombre de projets majeurs. Pour n'en citer que deux, la rénovation totale du quartz, ou le déménagement du fourneau au Capucin. On a également l'idée de lancer un vaste projet d'études visant à créer un musée en centre-ville. Ce musée pourrait être l'occasion de valoriser un peu plus les collections du musée des Beaux-Arts, mais également d'offrir un espace d'exposition temporaire pour tout ce qui est lié aux arts visuels, au cinéma, à la photographie ou à l'art numérique. Nous continuerons évidemment à soutenir la lecture publique, à soutenir la création artistique en général, à défendre la langue bretonne et la culture bretonne. La culture, c'est à Brest que ça se passe et nous avons Brest au cœur. Et nous revoilà pour terminer cette émission ce soir, ce vendredi soir, et nous accueillons sur le plateau trois invités. Nathalie Sarabezol, bonsoir. Bonsoir.
Dan et Chantal qui nous rejoignent avec François. Nathalie Sarabezol, on ne te présente plus, chère Nathalie, présidente du département du Finistère. Dan et Chantal, c'est un grand plaisir de vous avoir aujourd'hui avec nous et avec François, puisque vous n'êtes pas candidat sur la liste Brest au cœur, mais vous soutenez la liste de François et la liste des candidates et candidats, et vous avez accepté d'être surtout, d'avoir la lourde tâche d'être coprésident du comité de soutien de François. Alors, avant de vous laisser la parole à tous les deux, je voudrais poser la question à Nathalie, parce que c'est tout le département que tu as à cœur de porter, mais aussi Brest, tu l'as au cœur. Et pourquoi ce soir tu soutiens notre liste et tu soutiens François? Alors oui, le Finistère au cœur et Brest au cœur, déjà parce que évidemment Brest est une composante importante dans le Finistère, participe à la construction du Finistère, fait rayonner le Finistère avec le Finistère, et puis aussi parce que Brest, c'est la ville dans laquelle je suis arrivée quand je suis arrivée en Bretagne, et puis je vis aux alentours de Brest, et ce que j'apprécie dans cette ville, c'est sa personnalité, parce que les villes ont des personnalités. La personnalité des villes, elle est construite par les gens qui y vivent au fil de l'histoire, par ce qu'ils y apportent, par ce qu'ils y mettent d'eux-mêmes. Et puis elle est construite aussi bien évidemment par les politiques publiques qui y sont menées pour permettre tout cela. Donc c'est un état d'esprit à Brest qui est très fort, qui est très puissant. Déjà, il y a un accueil formidable. Et puis ensuite, pour l'expression de chacune et de chacun, je pense que c'est vraiment l'endroit où on peut développer sa créativité. À Brest, il n'y a pas de résignation. À Brest, on s'appuie sur son histoire sans la renier pour pouvoir se projeter plus loin. Et on le voit, d'autres ont beaucoup décrit avant moi tout cet enthousiasme pour Brest, pour tout ce qui est fait, et ça se ressent. On sent que Brest est une ville où finalement on ne se donne pas de limites. On ne se donne pas de limites non plus à la relation entre les gens, et c'est vraiment pour que tout le monde y trouve sa place et tout le monde puisse se projeter dans sa vie, et puis ensemble dans ce collectif qui est important à Brest. Donc oui, Brest au cœur, et évidemment pour la poursuite de ce qui est mené ici, avec les nouveaux projets qui sont prévus pour cette liste Brest au cœur pour un avenir radieux. C'est vrai que le département du Finistère a la chance d'avoir une métropole dans son département. Ce n'est pas le cas de tous les départements en France, donc il faut saluer cette réalité. Merci beaucoup Nathalie pour ce message précieux d'engagement. Chantal, en quelques mots, tu es sportive de haut niveau, en voile handisport. Tu es coprésidente avec Dan de notre comité de soutien. Pourquoi ? Pourquoi ? Alors, pourquoi ? Parce que la ville de Brest, c'est toute ma vie. Je suis partie quelques années pour mes études et je suis revenue vite, comme un aimant, réattiré par sa ville, la région brestoise. Et Brest, pour moi, c'est la mer. La mer, et je suis admirative de ce qui a été fait ces dernières années sur l'ouverture de Brest vers la mer, parce que mes années lycée, donc il y a une vingtaine d'années, on sortait à Brest, mais on ne voyait pas la mer. Et aujourd'hui, on sort à Brest et on va au port. Et donc, c'est le port, en fait, qui s'est rapproché du cœur de Brest. Et c'est pas et du coup, la vie, en fait, est descendue au port. Et ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas il y a 20 ans. Donc, vraiment, chapeau pour ce joli travail. Et puis, la beauté, en plus de Brest, je trouve que Brest dit la ville grise, l'est plus du tout, en fait, avec ce bleu mer qui reflète sur elle, en fait, et ça donne vraiment une autre image. Donc, voilà. Et en plus de cette attache géographique à Brest, je partage beaucoup les valeurs soutenues par l'équipe en place, donc les valeurs de solidarité, de partage, d'égalité, de prioriser les minorités, et ne pas laisser les gens dans la précarité. Brest, terre accueillante. Terre accueillante, oui, même terre de départ, terre d'arrivée, terre d'accueil, et que les Brestois ont beaucoup à cœur de cultiver. On l'a vu tout à l'heure avec Sandrine, des gens qui s'en vont et qui reviennent à Brest. Oui, c'est ça. Mais quand on est de Brest, on revient à Brest, je pense. Merci beaucoup Chantal pour ces éléments. Dan, je te présente également. Alors tu es un doux mélange, sweet. Yes. Mélange sweet mix. Oui, yeah. Un doux mélange entre les terres irlandaises que tu as quittées et Brest, que tu aimes passionnément et tout particulièrement. Tu es également le patron d'un établissement bien connu sur le port
de commerce, enfin le port de Brest, que les Brestoises et les Brestois connaissent très bien. Oui, un petit peu. Alors, tu nous accompagnes, tu accompagnes François depuis le début de cette campagne en tant que coprésident du comité de soutien avec Chantal. Ouais. Tout simplement, là aussi, comme pour Chantal, pourquoi tu t'es engagé pour Brest au cœur et pour François? Ouais, je crois que c'est déjà, je dirais, Brest m'a accueilli il y a 30 ans, que j'arrivais là avec ma petite valise et pas grand-chose. Et j'ai construit toute ma vie ici, et tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est un peu grâce à cette ville, quoi. Et la personne qui était à la tête de la mairie, c'est François, et tout ce qu'il a fait, qu'on voit ce qu'il a fait au-dessus Brest quand j'ai arrivé, et le Brest d'aujourd'hui. Quand on est né ici, on ne quitte pas vraiment cette ville, on a tendance à penser que c'était un peu naturel, acquis, et comme un arbre qui pousse, quoi. On ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer. Du coup, quand on a un peu de recul et qu'on vient d'une autre ville, moi je viens d'une ville qui était un peu compliquée, et qu'on arrive ici, mais et les gens, moi je dis tout le temps qu'on va à Rennes, c'est l'architecture de Rennes qui nous accueille. Mais quand on va à Brest, on voit l'architecture un peu particulier, et c'est plutôt les gens qui accueillent, ils ont vraiment... et c'est d'aujourd'hui, hein, quand je me gare ma voiture dans la rue, en arrivant ici, il y a deux mecs qui disent « Ah bah ça va, toi ?» Mais c'est vraiment, c'est naturel, quoi. Et c'est sincère. C'est pas un genre... bon, avec leur accent, des fois, un peu compliqué, hein, les Brestons. Hein. Mais non, c'est une ville magnifique, et il fallait quelqu'un qui a la carrure à tenir une ville comme ça, quoi. Et on a notre maire... que j'admire, et je trouve qu'on a de la chance, même en France, avec, de notre taille, avoir un maire à la hauteur de la tâche, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui se font parachuter par les partis politiques et qui sont là une semaine par semaine, et reste là tant que José Borisson, mais notre maire là, il est à Pâté-Moi H24, quand on demande les fois s'il ne dort pas dans son bureau. Hein, mais bon, mais on a de la chance d'avoir un maire comme ça. Mais je dis le cœur. Tout à fait. Voilà, c'est pas une tâche facile, hein, je suis sûr. Merci. Voilà, merci. Merci beaucoup pour cet engagement et ce soutien précieux. François, nous sommes au terme de cette émission. Nous arrivons au terme de cette émission et dans quelques heures, à présent, la campagne est terminée officiellement. Que souhaites-tu dire ce soir aux Brestoises et aux Brestois qui nous regardent par rapport à dimanche, par rapport à après-demain, où les Brestoises et les Brestois vont devoir aller voter? Alors, avant d'évoquer cette question, je voudrais tout d'abord remercier Nathalie, hein, qui est présidente du conseil départemental, qui est un partenaire extrêmement important de la ville de Brest et de la métropole. Le conseil départemental est le chef de file en matière d'action sociale, et les questions sociales sont toujours d'une extrême importance. Et je dirais malheureusement, elles le seront sans doute encore plus demain avec cette crise sanitaire qui va se poursuivre par une crise sociale. Et puis je voudrais remercier Chantal et Dan d'avoir présidé ce comité de soutien. C'est toujours important. Hein. Il y a des centaines de Brestoises et de Brestois qui s'y sont inscrits. Et puis il y a quelques personnalités qui ne sont pas forcément de Brest, mais qui aiment notre ville et qui l'ont vu changer. Alors je ne vais pas commencer dans la liste, hein, mais tu évoquais les navigateurs, Thomas Coville, Olivier de Kersauzon, des personnes attachées à la culture, Christophe Biosec, Nolwenn Leroy, etc., qui nous ont soutenus parce qu'ils ont vu cette ville bouger. Et ils sont amoureux de cette ville, ils ne sont pas dans le dénigrement que j'ai pu trop entendre durant cette campagne. Et donc pour répondre à ta question, Johan, il faut bien entendu aller voter le 28 juin, dimanche. C'est important pour la démocratie, pour le fonctionnement démocratique. Et je le disais tout à l'heure, c'est sûr que le taux d'abstention qui a été celui du 15 mars ne peut pas être accepté. Le droit de vote, je fais référence à une formule publicitaire autrefois, le droit de vote ne s'use que si on ne s'en sert pas. Et il faut donc s'en servir. Trop de pays, trop de peuples en sont demandeurs. Voilà. Et puis, tant qu'à faire, autant voter pour la liste Brest au cœur que j'ai le plaisir et l'honneur de mener. Je dirais que toutes les propositions que nous avons pu faire
nous les tiendrons. Elles sont financées, elles sont finançables, à la différence de ce que je peux voir ici et là, en dernière ligne droite de ce second tour, où tout deviendrait gratuit. Non, dans la vie dans laquelle nous sommes, rien n'est gratuit, il y a tout a un coût, et ce qui n'est pas payé par l'usager l'est par le contribuable, ou alors c'est la qualité du service public qui est diminuée, ce qui n'est pas la vision portée par la gauche de ce service public. Voilà, donc Brest au cœur, il faut continuer à faire vivre cette grande ville, cette métropole au service de tout notre territoire. Et le Finistère nous est profondément lié, la Bretagne également. Voilà, donc j'appelle très sincèrement les Brestoises et les Brestois à venir voter pour nous dimanche prochain, entre 8h du matin et 19h. Très bien. Merci. Merci beaucoup François. Et merci à toi Johan pour cette animation d'émission avec beaucoup de talent. C'est ce que nous avons essayé de proposer à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices pendant cette période originale de Covid-19 où nous avons justement lancé ces émissions en espérant avoir apporté le maximum d'informations. Merci Nathalie, merci Dan, merci Chantal, merci François qui a participé à toutes les émissions aussi bien sûr en tant que tête de liste. Donc 8h, 19h, dimanche prochain, après-demain, n'oubliez pas d'aller voter et voter Brest au cœur. Bonsoir et merci.